Bonjour et bienvenue dans Espace de travail, l'émission dédiée au travail, à ses acteurs et à ses mutations de Mediapart. Alors que le chômage atteint des sommets historiques, nous nous penchons aujourd'hui sur le sort de Pôle emploi, né de la fusion de la NPE et de l'UNEDIC en 2008. C'est un mastodonte qui compte à peu près 53 000 agents, qui a 1 millier d'agents sur tout le territoire et qui a un budget annuel de 5 milliards d'euros, et aujourd'hui remise en question. Pour en parler, j'accueille deux invités. D'abord, Carole Tucherer, socio-économiste au Centre d'études de l'emploi, qui suit depuis plus de 20 ans le service public de l'emploi. Donc bonjour. Bonjour. Et puis Jacqueline Balsan, vice-présidente du mouvement national des chômeurs et des précaires, coordinatrice du comité pour une répartition équitable de l'emploi et des revenus, et qui gère notamment une maison des chômeurs et des citoyens solidaires à Montpellier. Donc bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors tout de suite, je voulais un peu votre sentiment à toutes les deux sur le rapport assez accablant qu'a rendu la Cour des comptes début juillet au sujet de Pôle emploi. Donc en résumé, Pôle emploi ne serait pas à la hauteur des enjeux sur le volet retour à l'emploi. Donc sur l'indemnisation, la Cour des comptes est plutôt positive, mais c'est la capacité qu'a Pôle emploi à retrouver du travail aux gens qui est remise en question. Donc on peut peut-être commencer par vous. Moi, je veux bien. Bien sûr, on peut toujours remettre en question une structure comme Pôle emploi. Il faut dire que le chômage est arrivé à un moment donné où il y avait quand même la fusion de la NPE et des ACDIC et où il y a eu une forte montée du chômage. Nous, déjà, au MNCP, on était contre cette fusion, même sans prévoir qu'il y allait avoir cette augmentation massive de chômage, d'une part. Et d'autre part, je ne crois pas que ce soit de remettre en question quand il n'y a pas l'emploi. Je ne crois pas qu'il faille justement remettre en question et accuser Pôle emploi comme peut le faire ce rapport, quoi. Pour vous, c'est pas le bon, on cible pas les bonnes personnes. On cible pas la bonne chose. Non, c'est pas. Il faut surtout pas mettre en cause ce qui est dit dans ce rapport est quand même assez dégradant et assez humiliant pour toutes les personnes qui y travaillent, qui reçoivent des personnes au chômage toute l'année, et les chômeurs eux-mêmes qui se sentent aussi stigmatisés en disant bon ben voilà, Pôle emploi ne peut plus rien faire pour nous, quoi. Carole Tucherer, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce rapport ? Oui, je suis à peu près sur la même tonalité, mais je suis qu'à moitié étonnée parce que la Cour des comptes fait assez régulièrement des rapports à charge sur l'ESP en général et sur Pôle emploi en particulier. Et je me souviens d'un rapport de la Cour des comptes qui avait été beaucoup moins dur à l'égard de l'UNEDIC avant la fusion, il y a de ça quelques années. Là, je vois qu'encore une fois, sur la dimension indemnisation, manifestement, les critiques ne sont pas les plus féroces. Mais sur le service public de l'emploi, c'est vrai que le rapport est très dur, beaucoup plus dur que d'autres rapports qu'on a pu lire, ceux de l'IGAS ou ceux de l'IGF. C'est quoi ? C'est la tonalité, le point de vue toujours un peu particulier de la Cour des comptes, ou ça tient à quoi ? Moi, je crois que ça tient tout simplement à quelque chose qui est évident et qui est calculé depuis des années, c'est comment supprimer un service public. Soyons clairs, on supprime un service public, on dit tout simplement qu'il fonctionne très très mal. Et du côté des entreprises, et du côté et pour les chômeurs, quoi. Il ne fait pas son boulot réellement. Et ça, c'est inacceptable, quoi. On le sait, on le voit, chaque fois c'est pareil, chaque fois qu'on veut supprimer un service public, qu'il soit de l'emploi ou d'autre chose, un service public en général, on commence à dire, vous voyez, il fonctionne très mal. Et on commence à mettre... à bien pointer les dysfonctionnements. Certes, il y en aura tout le temps. Un service public, dans tout service, quel qu'il soit, il y a quand même il y a des choses à améliorer tout le temps. C'est constant. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, qui tombe dessus comme ça. Donc, moi, je crois que c'est une signature vraiment pour dire bon, ben, il faut passer à un autre système et surtout pas un service public de l'emploi. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne sais pas si moi, personnellement, j'irais jusque-là, mais en tout cas, oui, on a du mal à s'expliquer cet acharnement. Et on a surtout le sentiment, quand on lit ce rapport, que
ce qui n'a pas été saisi, c'est la stratégie d'ensemble qui est suivie par Pôle emploi. Alors on peut la critiquer, hein, on peut ne pas être d'accord avec la stratégie qui a été mise en place par Pôle emploi sur le dossier de la transparence du marché du travail, on y reviendra, sur les choix qui ont été faits en matière de suivi d'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais on a l'impression que la Cour des comptes n'a pas compris en tout cas la logique d'ensemble de la stratégie de Pôle emploi et qu'en tout cas il aurait été utile, avant de la critiquer, voilà, de l'expliciter, d'en montrer les enjeux pour pointer ensuite les contradictions. Et ce travail-là n'est pas fait et ça donne le sentiment, c'est un peu dur à dire, par moments, qu'ils n'ont pas compris finalement un certain nombre de chantiers qui ont été lancés par Pôle emploi. Ça pose quand même un peu des problèmes. Juste sur un peu les points qui fâchent, hein, il y a la question du placement. Donc en gros, est-ce que Pôle emploi est aujourd'hui à même de jouer son rôle d'intermédiation entre les entreprises et les offres d'emploi et les chômeurs? Donc, selon la Cour des comptes, ce n'est absolument plus un carrefour. Donc ce n'est pas un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Alors je ne sais pas comment sont calculés les chiffres, mais Pôle emploi ne serait responsable des reprises d'emploi, des retours vers l'emploi que dans 12% des cas. Vous partagez néanmoins cette analyse qu'à Pôle emploi, ce n'est pas là où on va trouver l'emploi? C'est aussi ce qu'on entend. Hein, oui, c'est pas à Pôle emploi que je vais trouver quelque chose, quoi. Oui, enfin, c'est pas Pôle emploi de toute façon qui crée des emplois et c'est pas Pôle emploi qui en détruit. Donc voilà, on redit ça depuis des années, que c'est un intermédiaire et que ce qui détermine le niveau de l'emploi dans un pays, c'est le niveau de croissance. Qu'on peut avoir une croissance plus ou moins riche en emploi. C'est vrai que la France en plus a un niveau de croissance en emploi qui n'est pas très fort. Mais voilà, ça c'est un problème de nature économique. Sur le reste, on peut revenir sur les questions que vous évoquez. Je ne sais pas comment sont calculés ces 12% de placements qui seraient liés ou pas à Pôle emploi. Je ne sais pas comment ils sont calculés non plus. Ça vous étonne aussi? Ça ne m'étonne pas, parce que dans la mesure où une personne qui est au chômage, un chômeur va dire « Ah mais moi de toute façon, c'est pas Pôle emploi qui m'a trouvé directement du travail, mais c'est l'organisme prestataire de services qui m'a été envoyé, pour lequel, qui me suit. Les fameux opérateurs privés. C'est pas pas simplement les opérateurs privés, hein, c'est les prestataires de services de Pôle emploi. Vous êtes au chômage, eh ben, pendant 3 mois, on va vous dire bon ben allez voir tel ou tel organisme pendant 3 mois, toutes les semaines, on va refaire le CV, on va refaire ça. Puis tout d'un coup, la personne, elle peut très bien rebondir sur un emploi. Et puis de quel emploi on parle? Est-ce qu'on parle d'un emploi? Il n'y a plus de CDI, 90% quand même des emplois ne sont pas en CDI. Donc, de quel emploi on parle? 12%, c'est quoi? Est-ce que ce sont des CDI? Est-ce que ce sont des emplois précaires? Parce qu'il y a souvent des personnes qui me disent « Moi, c'est pas Pôle emploi qui m'a trouvé un emploi, mais de toute façon, j'ai trouvé un emploi par un copain, mais ça va durer qu'un mois, ça va durer 2 mois, ça va être saisonnier. C'est pas du véritable... C'est certes de l'emploi, mais c'est pas un emploi pérenne. Mais est-ce que vous avez l'impression que les agents ont vraiment ça dans leur tête et dans les mentalités, c'est-à-dire on doit être aussi auprès des entreprises, auprès des employeurs? Bien sûr, mais est-ce qu'on leur donne les moyens? Oui, non, je pense que quand même la crise est passée par là. Au moment de la fusion, en théorie dans les papiers, en 2008, il y avait eu un rapport de préfiguration qui avait été fait par un membre de l'IGAS, le rapport Boulanger, qui préfigurait ce que devait être l'offre de services au lendemain de la fusion et avant la crise. Mais c'était passionnant parce que l'objectif numéro 1, c'était la prospection des entreprises, c'était le recueil des offres d'emploi et puis c'était le soutien aux PME, PMI. Donc on voit bien comment finalement l'offre de services, elle est directement influencée par l'état de la conjoncture et il y a eu un revirement intégral au lendemain de la crise qui fait que le rapport Boulanger a été inversé et que ce qui était devenu l'objectif numéro 1 est devenu l'objectif numéro 3 et que l'objectif numéro 1 est devenu l'indemnisation. Puis le placement des chômeurs, mais d'abord l'indemnisation. Sur la question de l'accès à l'offre, donc là, le gouvernement a lancé en assez grande pompe l'Emploi Store, qui est donc un site internet qui va concentrer les offres de Pôle emploi, mais aussi les offres des services privés. Hein. Alors c'est un peu l'outil, peut-être réponse aussi à cette critique-là, puisque la Cour des comptes pointe aussi le manque de dématérialisation de Pôle emploi, que ce soit sur les procédures ou les offres. Pour vous, c'est une bonne stratégie? Non.
Pour moi, j'ai l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'avant de lancer l'emploi store vis-à-vis des personnes au chômage, moi j'aurais d'abord fait une analyse sur toutes les entreprises, le mettre dans les entreprises, analyser leurs besoins, faire en sorte qu'ils aient un site pour mettre toutes leurs annonces, etc. Je pense que c'est d'abord, et après dire aux personnes, vous avez accès à ce vivier d'offres. Je pense que là, on lance l'emploi store maintenant, et en 2016, ce sera pour les entreprises. Alors que peut-être, il aurait fallu faire le contraire. Et sur la question de l'accès au web, parce que vous suivez des personnes qui sont parfois en grande précarité, est-ce que c'est si simple que ça pour un chômeur aujourd'hui de se connecter, de mettre son CV en ligne Nous sommes obligés dans nos associations d'avoir mis en place des ateliers accès multimédia avec des formateurs, avec des personnes, parce que la personne, elle ne sait pas aller se connecter dans son espace personnel. Il est très difficile, en plus on me parle de l'emploi store, mais vous avez essayé de mettre votre CV en ligne sur votre espace personnel à Pôle emploi, c'est un peu difficile. Le CV n'apparaît pas exactement comme on voudrait qu'il soit, comme on voudrait le faire valoir. Donc pour moi, l'emploi store va être très utile aux personnes qui manipulent très bien les outils multimédia, qui sont très à l'aise, et puis les personnes qui ont un peu décroché et qui n'ont pas, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas maîtriser le français, qui sont quand même au chômage, qui ont des allocations. Il y a des personnes qui n'ont pas d'outils informatiques chez eux, qui n'ont pas même les finances pour avoir une adresse internet, quoi. Donc c'est très compliqué, on le voit. Les personnes vont créer une adresse mail, et puis 3 mois après, l'adresse mail, ça veut plus, voilà. Donc c'est toujours alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas la majorité des personnes, mais les chômeurs de longue durée, ils sont souvent dans ce cas-là. Vous êtes d'accord? C'est une bonne stratégie Moi, j'aurais un angle d'analyse un peu différent. Je pense que c'est clair que Pôle emploi a pris un virage numérique depuis l'arrivée de Jean Bassère à la tête de Pôle emploi. Et que moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose parce que les entreprises aujourd'hui, et la presse le sait, elle en fait les frais, les offres d'emploi ne passent plus par la presse, elles passent essentiellement maintenant par des job boards ou par les sites corporate des entreprises. Et la politique de Pôle emploi qui consiste à dire aujourd'hui qu'il faut se doter d'un agrégateur pour aspirer les offres d'emploi sur l'ensemble de ces job boards me paraît être une bonne chose parce qu'elle permet aux demandeurs d'emploi les plus autonomes d'avoir accès quand même à des offres d'emploi en grande quantité sans avoir à aller chercher qui sur Monster, qui sur Cadre Emploi, qui sur Pôle emploi. Être un point de rencontre. Pôle emploi.fr, il aura accès à l'ensemble des offres d'emploi qui sont passées sur Internet. Et Pôle emploi, une fois que les gens postulent sur ces offres d'emploi, réenvoie l'inscription sur les sites initiaux que sont Monster, Cadre Emploi. Donc il y a un processus de centralisation puis de décentralisation qui permet à tous ces gens-là de vivre. Donc je pense que, mais ça fait un peu le pendant de votre point de vue. Ce système-là permettra de décharger Pôle emploi du suivi d'un certain nombre de demandeurs d'emploi qui sont en capacité de pouvoir manier ces outils-là parce qu'ils l'utilisent au quotidien depuis pas mal de temps. Et puis à côté de ça, ça veut dire qu'effectivement, il faudra mettre le paquet sur la formation aux outils numériques, qui est un enjeu énorme pour les demandeurs d'emploi qui ne sont pas encore très familiers à ces outils-là. Mais je pense qu'on ne peut pas contester la nécessité qu'il y avait pour Pôle emploi de prendre ce virage-là. Je trouve qu'il l'a plutôt bien géré, ce virage-là. Là où je m'interroge aussi, c'est que Pôle emploi va donc devenir le service, l'accompagnement pour toutes les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, puisque les plus autonomes. Donc, Pôle emploi va se dégager des personnes les plus autonomes, et on va encore dire une fois, vous voyez, Pôle emploi sert à rien, puisque de toute façon, il place le moins de personnes par rapport à... Vous êtes en accord avec la Cour des comptes qui pointe ça? Je suis exactement ce que vous dites. Parce que je le pense vraiment, je suis en accord, parce que je dis tout simplement que Pôle emploi va se retrouver confronté à avoir des personnes les plus difficiles, et on va dire, ben voyez, Pôle emploi ne fonctionne pas bien. Encore, c'est le résultat.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est un risque qui peut nuire à l'image de Pôle emploi. Je comprends tout à fait cette critique-là. Mais on peut se dire aussi que les entreprises qui, via la numérisation, vont pouvoir accéder plus facilement à des candidats qui viendraient de Pôle emploi ou qui viennent d'ailleurs, pourraient un jour penser qu'effectivement, finalement, l'image de Pôle emploi n'est pas si... D'ailleurs, les enquêtes de satisfaction, ceux qui utilisent les services de Pôle emploi, les entreprises sont toujours plutôt satisfaites. C'est les enquêtes d'opinion qui sont mauvaises pour l'établissement. Mais les utilisateurs de Pôle emploi, aussi bien côté entreprise que côté demandeur d'emploi, ont un regard beaucoup moins critique que celle fournie par l'opinion. Alors juste sur la question du virage numérique, on a quand même l'impression que Pôle emploi reste un peu à mi-chemin avec une paperasserie qu'on continue d'envoyer aux chômeurs et qui est source de vrais soucis, je pense. On reçoit 15 fois la même lettre, voilà. Et puis en même temps, des lettres contradictoires, et en même temps on pousse les gens à aller alimenter leur espace personnel, favoriser les démarches au téléphone ou par mail. Donc il y a un côté un peu, un pas avant, un pas derrière, quoi. Ça vous... Bon, enfin, moi, je souscris complètement. Puis moi, je m'interroge, est-ce que les PME et PMI vont avoir accès, vont solliciter ce service-là? Je ne suis pas sûre. Je crois que c'est les grosses sociétés. Quoi. Oui, mais l'idée, enfin moi je ne vais pas me faire l'avocat de Pôle emploi, mais quand même, l'idée c'était qu'effectivement, pour les demandeurs d'emploi les plus autonomes et pour les grandes entreprises qui savent utiliser ces outils-là, de ne pas encombrer Pôle emploi de ceux qui sont susceptibles de se passer de ces services pour recentrer l'activité sur les TPE qui souvent n'ont pas de responsable ressources humaines, savent difficilement rédiger une offre d'emploi et le rôle de Pôle emploi en théorie sur le papier en tout cas, c'est de dire que ce temps qui est libéré par le e-recrutement pourrait être affecté à des interventions plus qualitatives auprès des TPE, mais là d'autres problèmes se posent, ils sont plusieurs à vouloir intervenir auprès des... Moi, c'est les conséquences de ce service-là qui m'interrogent plus que l'utilité. Je suis sûre que il va être utile pour certains, ça va être utile pour les entreprises. On peut pas non plus... C'est le côté service à deux vitesses qui vous inquiète. Voilà, c'est surtout ça. Sur un autre point qui est à mon avis capital, on essaye de le documenter ici à Mediapart, c'est la dislocation du marché du travail. Est-ce que les agents Pôle emploi sont aujourd'hui à même de traiter et sont formés pour accueillir et conseiller et accompagner dans l'emploi des gens qui ont des CDD, qui font des allers-retours, qui multiplient les missions, avec des carrières très discontinues? Est-ce que ça, Pôle emploi arrive à faire ça correctement, tant du point de vue de l'indemnisation que du point de vue de l'accompagnement sur l'emploi? Du point de vue de l'indemnisation, c'est très compliqué. Il me semble que c'est très compliqué. Les droits rechargeables, c'est un exemple. C'est compliqué pour les agents de Pôle emploi, c'est compliqué pour les demandeurs d'emploi, ça crée beaucoup de confusion, mais c'est le résultat de l'évolution du marché du travail, malheureusement, qui est plus fait de CDI, qui est fait malheureusement... Mais est-ce que Pôle emploi anticipe ça dans sa stratégie? Je crois qu'il a du mal à anticiper. Il a du mal à anticiper. Il se retrouve confronté justement à ces allers-retours massifs de personnes qui passent de formation à CDD, qui ont des trop perçus, qu'il faut rembourser, mais non. Vous, c'est un peu votre quotidien, j'imagine. C'est constamment des recours, mais ils croyaient que... Parce que certains disent, mais non, mais je n'ai pas travaillé au mois de mai, mais ils me le comptent pour au mois de mai, mais je ne comprends pas pourquoi. Enfin, c'est kafkaïen, c'est tout sauf un droit portable, en tout cas, parce que les individus, les demandeurs d'emploi, de ce point de vue-là, même si, bon, c'était une volonté des partenaires sociaux, c'est pas Pôle emploi qui a décidé dans son coin du principe des droits chargeables, mais à mettre en œuvre, je pense que les partenaires sociaux n'ont pas mesuré la difficulté. Et pour les demandeurs d'emploi, c'est compliqué, et ça peut être peut-être même parfois contre-productif par rapport à l'objectif qui était recherché, qui était de faciliter, de pousser vers l'emploi. Les gens maintenant vont se mettre à faire des calculs, à se demander si finalement il ne valait pas mieux bénéficier du régime antérieur. Enfin là pour le coup sur le chantier transparence de numérisation ça a été fait. Je pense que sur ce volet-là il y a beaucoup à faire. Encore du travail, d'accord. Alors, si on revient à la question des moyens, Pôle emploi, je disais en introduction, a quand même 5 milliards d'euros par an de budget. Ça paraît, pour le commun des mortels, quelque chose d'assez conséquent. Est-ce que l'argent... Alors, c'est ça. Est-ce que l'argent est bien réparti? Et puis surtout, voilà, exactement, on a 5,4 millions de chômeurs en France, toutes catégories confondues. Il y a 2 millions de longue durée, donc plus de 2 millions, 2 300 000. Donc, est-ce que malgré
malgré tout, est-ce que Pôle emploi est taillé pour faire face à ces chiffres qu'on n'imaginait pas il y a une dizaine d'années? Il faudrait leur donner les moyens, hein. Ils seraient taillés si on leur donnait les moyens. Moi, je pense que... moi, je vois sur... De quoi il manque? Sur Montpellier, par exemple. Sur Montpellier, on avait 13 agences Pôle emploi. On n'en a plus que 6. Ils veulent encore en réduire. Alors, les personnes, elles se retrouvent à aller dans... Il n'y a plus le rapport face à face. Ce qui simplifiait les choses, d'avoir un contact physique, c'était quand même de temps en temps. Je ne dis pas en permanence, mais c'était quand même pratique. Là, non... je sais pas, vous arrivez à Pôle emploi avec un souci, on vous demande carrément de faire le 39-49 dans l'agence pour avoir... alors, à côté, on nous met des beaux outils, on a l'impression que tout va... Et on n'arrive pas à gérer ni le CV d'un chômeur sur son espace personnel, ni les gars qui travaillent en intérim, les personnes qui sont intérimaires, qui font des allers-retours constants, on n'arrive pas à le gérer non plus. On n'arrive pas à gérer les personnes qui arrivent et qui ont un souci parce que l'employeur ne sait pas remplir l'attestation employeur, etc. Donc, les personnes, donc si on leur donnait les moyens, peut-être que, et puis peut-être spécifier davantage les choses, davantage les services, quoi. Un service, avant, c'était simple, il y avait le service indemnisation, et puis il y avait le service accompagnement, avant la fusion. Donc, c'était la personne qui rencontrait une difficulté d'indemnisation, elle s'adressait à l'indemnisation, à la CEDIC. Maintenant, moi je l'ai vu, j'ai fait le 39-49 pour des personnes, on m'a raccroché au nez parce que c'était un souci d'indemnisation, je téléphonais pour un souci d'indemnisation et la personne, elle était ex-ANPE, donc elle n'avait pas eu les formations adéquates, elle m'a raccroché, j'ai rappelé, je suis tombée sur quelqu'un qui faisait partie des anciennes ACEDIC, et on a réglé le problème en 3 minutes, quoi. Vous voyez, donc, dans le fond, moi je dis, non, Pôle emploi, on doit leur donner les moyens de faire correctement leur travail. On a l'impression, c'est vrai, qu'il y a de l'argent, mais que par ailleurs, les agents sont un peu débordés, qu'ils n'arrivent pas à répondre en face à face, au quotidien, enfin, aux demandes tant sur les allocations que sur des questions d'emploi. C'est aussi quelque chose que vous ressentez, vous, en allant voir les gens sur le terrain. L'actuel directeur de Pôle emploi, Jean Basser, avait fait, quand il était à l'époque inspecteur général des finances, un rapport comparatif qui montrait que finalement la France, en comparaison à ses homologues européens, était plutôt sous-dotée d'un point de vue budgétaire. Donc, en comparant le volume en comparant le volume des demandeurs d'emploi, la relation entreprise et les moyens qui étaient alloués. Avec effectivement, il le confirmait, une relation entreprise en France beaucoup plus sous-dimensionnée qu'ailleurs. Il est vrai que ça pose question, ça reste très juste. Mais je pense qu'il y a un problème de moyens, mais je pense que ce n'est pas le seul problème. Il y a aussi, me semble-t-il, et la fusion ANPE-UNEDIC dans un premier temps a quand même contribué beaucoup à recentraliser quand même cette institution. Et que du coup, ils le disent d'ailleurs, les managers locaux, les directeurs des agences ont peu de marge de manœuvre et ont des idées, y compris pour simplifier ces procédures administratives. Donc je crois qu'il faut peut-être des moyens supplémentaires, mais aussi pousser plus loin peut-être la logique de déconcentration et donner davantage de moyens. C'est un service très centralisé où il y a peu de marge de manœuvre, peu de possibilités d'initiative pour les structures locales. Ça va mieux, je dirais. Ça va mieux que ça n'a été, mais quand même, quand on regarde les conventions qui sont parfois signées entre Pôle emploi et un certain nombre de ses sous-traitants, on voit que ce sont les mêmes conventions, que ce soit à l'échelon national, régional, local, alors que les territoires ne sont pas les mêmes. Donc on se dit que quelque part, il doit y avoir un petit problème. Il faut laisser plus de marge de manœuvre aux agences locales pour faire leur diagnostic territorial et décider entre elles des problèmes qu'elles ont à résoudre. Alors, il y a une nouvelle convention, je la mentionne, parce que pour moi, c'est une nouvelle génération de conventions qui vient d'être conclue entre Pôle emploi et le réseau des missions locales,
où là, il me semble, et si j'ai bien lu, qu'on inverse un peu la logique et qu'on donnera la possibilité au directeur d'une mission locale, directeur d'un pôle emploi, de pouvoir établir leur diagnostic, leurs objectifs, d'y affecter les moyens, enfin, d'inverser un peu cette logique un peu trop centralisée, un peu trop descendante, oui. Qui, à mon avis, contribue aussi à expliquer cette inefficacité qui est régulièrement rappelée dans les rapports. Et dans un coin de France comme Montpellier, est-ce que vous avez le sentiment que Pôle emploi est au milieu d'un réseau ou est-ce qu'il est un peu seul dans son royaume? Non, il est quand même au milieu d'un réseau. Quand même. Les missions locales, oui. les maisons Même nous, on participe dans les comités de liaison. Une fois par trimestre, on est dans les comités de liaison, et une fois par an dans les régionaux et deux fois par an dans les comités nationaux. Donc en tant qu'associatif... Et on voit bien, des fois nous en tant qu'organisation de chômeurs, nous sommes informés de certains projets, et notre directeur nous dit « Ah mais je ne suis pas au courant. » Le directeur Comment vous l'avez, le directeur de l'agence même, il n'est pas au courant. Il me dit bon, vous me le photocopiez que je l'ai votre papier. Donc on voit bien qu'il y a un décalage. Ce que vous disiez, tout vient d'en haut et parfois dans les localités, les réalités locales sont telles que le directeur n'est pas informé. Alors nous on dit bon ça tombe, ça va mal quand même. On parle de quelque chose, il n'est pas au courant. On va le remettre la fois d'après, mais la fois d'après, c'est 3 mois après. Ouais. Vous voyez, on est toujours un peu en décalage. Je vous propose maintenant qu'on regarde un reportage sur un sujet un petit peu transverse, qui est la fameuse question du contrôle des chômeurs et des offres d'emploi non fournies, et puis on en rediscute juste après. Dans ses déclarations, François Rebsamen aborde les fameux emplois non pourvus, déjà évoqués par Nicolas Sarkozy en 2008 et repris par François Hollande en 2013. 350 000 offres d'emploi ne trouvent pas preneur aujourd'hui. C'est insupportable. Pour les associations de chômeurs, parler de ce chiffre n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire parce que les offres d'emploi, c'est un flux. Il en rentre, il en sort tous les jours. Donc faire un arrêté d'image sur un instant T, ça n'a pas de sens parce que 2 heures après, ça peut être 200 000, 3 heures après, ça peut être 400 000. C'est complètement dérisoire. Deuxièmement, il faut savoir que ces 350 000 offres d'emploi, ce ne sont pas 350 000 CDI au SMIC à temps plein qui attendraient les chômeurs à bras ouverts. Ça peut être quelqu'un qui propose 2 heures pour lui filer un coup de main dans son jardin. Comme la droite en son temps, le ministre du Travail sort le bâton pour faire la chasse aux abus chez les chômeurs. Je demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier que les gens cherchent bien un emploi. Atterrés, abasourdis, les syndicats affirment que les contrôles existent déjà et dénoncent un discours stigmatisant. On a ce qu'on appelle l'offre raisonnable d'emploi qui a été mise en place en 2008. Il y a un corps de contrôle à Pôle emploi, il y a un code du travail, il y a des règles qui sont précises. Par contre, quand vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas d'emploi. Et donc le véritable débat, c'est l'emploi dans ce pays. C'est pas de dire on va contrôler, on va stigmatiser des gens. Quelque part, c'est de dire au bout du bout, ces gens-là, quand même, c'est tous des gros feignants, quoi. Depuis 2013, Pôle emploi expérimente un contrôle de la recherche d'emploi dans 4 régions, mais l'agence refuse de communiquer sur le nombre de chômeurs radiés après ces contrôles. Donc voilà, on le voit, le sujet est clivant, c'est peu de le dire, sur le contrôle de la recherche effective d'emploi. Est-ce que le gouvernement, alors je m'adresse à vous parce que c'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur au sein du mouvement national, est-ce que le gouvernement a bien fait est-ce qu'il est dans la bonne voie quand il parle de renforcer les effectifs des agents qui vont contrôler si oui ou non les chômeurs cherchent bien un emploi? Alors, il y a plusieurs éléments à soulever. Ils vont mettre, par exemple, dans le Languedoc-Roussillon, je prends cet exemple puisque j'en suis issue, 10 contrôleurs. Des agents spécifiquement dédiés au contrôle. Qui seront pris parmi les conseillers. Ce sera une volonté des conseillers de devenir à un moment être contrôleur. C'est pas un recrutement, attention. On prend les mêmes, mais on leur fait faire un autre job. Qui est différent de l'accompagnement, le contrôle. Moi, je connais le contrôle de la DDTE-FP de l'époque. Ça n'avait rien à voir. Et puis, il y a les IPR, s'il y a vraiment contrôle. Les IPR, les instances paritaires régionales. Donc, mettre des personnes... alors, moi, je comprends pas parce qu'il y a 180 000 chômeurs dans le Languedoc-Roussillon catégorie A, il y a 10 contrôleurs,
10 contrôleurs qui vont faire 1800 heures par an, ça ne va pas faire beaucoup de contrôles. Et des contrôles qui sont comment? Qui sont aléatoires, sur dénonciation, sur ma tête ne revient pas à mon conseiller ou à mon prestataire privé pour lequel j'y suis. Le contrôle va être quoi? Attention, soyons clairs. Le contrôle sur des faits réels, hein, le contrôle sur des détournements de fonds ou des non-déclarations, le véritable contrôle, ça, je suis absolument d'accord avec ça. On doit contrôler. Mais ce contrôle sur est-ce que les chômeurs recherchent réellement un emploi quand il y en a de moins en moins, ça me semble un peu curieux. Bon, les chômeurs disent, qu'est-ce qu'ils veulent contrôler? On ne reçoit pas, on peut envoyer des courriers, les employeurs ne répondent pas. Comment je vais faire? Alors il va falloir que j'imprime chaque fois que je fais un mail, il va falloir que j'imprime. Je n'ai pas toujours l'argent, je n'ai pas toujours l'imprimante, je n'ai pas toujours pour justifier de ma recherche d'emploi. Donc je pense que je pense que ça va pas être pérenne, cette histoire de contrôle. Ça va pas tenir. C'est comme l'ORE. L'offre raisonnable d'emploi. L'offre raisonnable d'emploi. Mais dites-moi, ils vont trouver des volontaires pour accepter de faire du contrôle? Parce que je ne savais pas que ça allait... Je ne suis pas conseillère en Pôle emploi, mais je pense qu'ils vont trouver des volontaires. Et il faut quand même penser que la personne qui va être contrôlée ne sera jamais en face à face avec le contrôleur et ils ne seront pas issus de la même région, de la même localité, du même local. C'est-à-dire que si on prend le Languedoc-Roussillon, on peut avoir un contrôleur basé sur Montpellier qui va contrôler quelqu'un de Mende, de la Lozère. Donc ça va être, et puis ça va être par SMS, ça va être par courriel, ça va toujours être un décalage où le contrôle, même la personne qui est contrôlée ne pourra pas justifier du contrôle qu'il subit. Oui, donc il y a un flou qui fait que ça vous semble... vous avez du recul sur les politiques autour de l'emploi. C'est une vieille lune, oui, c'est une vieille lune. Cette histoire du contrôle des chômeurs. Elle revient pourquoi? Elle revient systématiquement en période de chômage de masse d'ailleurs, parce que quand on revient à des périodes de plein emploi, ça fait longtemps qu'on ne les a pas connues, mais quand le marché du travail est beaucoup plus détendu, si je puis dire, on ne parle plus du contrôle des chômeurs. Donc on en parle uniquement en période de chômage de masse. Autour de ce débat qui, moi, personnellement, m'agace profondément sur ces, je ne sais plus, 350 000 offres d'emploi. 350 000 offres d'emploi. On ne sait pas si c'est 200 000, si c'est 500 000. Mais enfin, quel lien on peut faire entre des offres d'emploi non pourvues et la volonté des demandeurs d'emploi à retrouver ou pas un emploi? C'est comme si on disait qu'on a 6 millions de demandes d'emploi qui ne sont pas satisfaites et que ce serait lié aux entreprises qui trichent. Enfin, je fais le parallèle, mais vous voyez bien qu'il est stupide, quoi. Quel lien on peut faire entre ces deux éléments-là? Et sur les offres d'emploi non pourvues, il faut regarder ce que c'est, mais c'est aussi souvent des entreprises. Il y a des enquêtes qui sont faites pour ça, donc on le sait, qui avaient prévu de recruter, et puis retournement conjoncturel, carnet de commande, elles retirent. D'accord. Elles remettent en cause leur projet de recrutement. Le chiffrage. Et ça n'est pas réactualisé en temps voulu, et donc ça rentre dans cette fameuse catégorie fourre-tout qui ne veut rien dire, de ces fameuses offres d'emploi non pourvues, qui au demeurant, même si c'était 350 000 sur la masse d'offres d'emploi qui sont collectées annuellement, ne représentent d'ailleurs franchement pas grand-chose, mais personne n'est d'accord sur le chiffre, parce que c'est un sujet éminemment politique. Oui. Bien dire ce qu'il y a. Et puis, on va vous dire, il manque des bouchers à Nice. Moi, je suis sûre qu'à Montpellier, je peux trouver un boucher qui aille à Nice, s'il n'a pas de boulot. Le problème, c'est qu'il n'aura pas le salaire correspondant pour pouvoir se loger sur Nice. Vous voyez, il faut réfléchir. Il y a une personne qui part à la retraite, pendant 2 mois, elle n'est pas remplacée, parce que le temps que et on va vous dire, c'est un emploi non pourvu, il va faire partie. Donc, moi, ces chiffres, tout le monde peut y aller de sa romance. On n'a pas vraiment, clairement, ce que sont ces emplois non pourvus. D'autre part, s'il y a un emploi non pourvu, il y a peut-être des emplois non pourvus, mais il aurait fallu peut-être donner aux chômeurs les possibilités d'être formés suffisamment en amont pour pouvoir
réintroduire ces emplois non pourvus. Parce qu'il y a certains emplois non pourvus qui sont très pointus et dont il n'y a pas les personnes formées. En tout cas, pas sur le bassin d'emploi. Voilà, pas sur le bassin d'emploi. Et puis dire à une personne, vous savez, il y a de l'emploi, moi je me rends compte, il y a un emploi dans le nord de la France, alors il vient de s'installer à Montpellier, qui s'est installé à Montpellier depuis des années, qui subit le chômage, qu'il a peut-être une maison, ses enfants scolarisés là, sa femme qui a un boulot, il partira pas ailleurs, quoi. Donc il faudrait avoir vraiment une géographie et vraiment l'analyse complète de ces emplois non pourvus, parce que ça veut rien dire. Est-ce que c'est un emploi saisonnier? Est-ce que c'est un emploi pérenne? Est-ce que c'est un emploi... on ne le sait pas. Est-ce que c'est un emploi... on ne le sait pas, très pointu. Sur la qualité de l'emploi. Voilà. Est-ce que c'est un emploi qualifié, hautement qualifié? On ne le sait pas. Bon, alors peut-être pour finir, on va rentrer dans le cœur du réacteur de Pôle emploi, sur les agents en tant que tels. On a diffusé sur Mediapart ce documentaire de Nora Philippe, Pôle emploi ne quittez pas, qui montrait bien cette surcharge administrative, les réunions, les portefeuilles de demandeurs d'emploi par agent exponentiels, et puis aussi une forme d'impuissance des agents, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue-là, mais à répondre à une masse de demandes sociales, qui n'est plus seulement la question de l'emploi. Et on a aussi beaucoup parlé, avant même ce documentaire, de la souffrance au travail que vivent les agents. Est-ce que vous pensez que cette question-là est prise en compte, réglée peut-être, depuis le travail de Nora Philippe, ou pas? Elle n'est pas réglée, non. Vraiment pas. Ça continue, dans les interactions que vous pouvez avoir, vous, avec les agents Mais il y a des personnes qui sont suivies, et puis on voit bien les arrêts médicaux, les arrêts maladie. On le voit, d'après les personnes qui viennent nous suivre, à ce moment, je ne peux pas avoir accès à mon conseiller, à mon conseillère, parce qu'il est en arrêt maladie. Et ce n'est pas que des arrêts maladie, c'est vraiment... et puis on est en relation aussi avec des conseillers qui nous disent on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et puis ça change tout le temps, il faut quand même le dire. Les règles changent, il faut qu'ils se réactualisent, les mots changent. D'ailleurs, on le voit dans le documentaire. Le documentaire, ils ne savent plus le cul, le cras, le creux, on ne sait plus, quoi. Et ils doivent Ça fait longtemps, ça. Oui, ça fait très longtemps. Mais là, je trouve que là, ça change à une rapidité. Vrai, tous les 6 mois, j'ai l'impression que le vocabulaire change. Et ça, les usagers le comprennent? Il y a eu aussi beaucoup de colère de la part des usagers. Il y a de la colère, mais si vous voulez, c'est toujours pareil. Il y a de la colère des usagers, mais c'est à nous de faire comprendre. Nous, par exemple, on va recevoir dans notre association des agents de Pôle emploi qui vont expliquer le boulot à des chômeurs, leur véritable boulot, ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils doivent faire, ce à quoi ils sont confrontés, pourquoi ils ne répondent pas exactement. Et tout ça, c'est fait pour réconcilier quand même. On doit être dans cette médiation et cette réconciliation entre les chômeurs et les salariés de Pôle emploi et le service public de l'emploi, parce que c'est là l'intérêt. Il faut que chacun puisse se mettre à la place de l'autre et puisse dire oui, je comprends que mon conseiller ne me trouve pas d'emploi parce qu'actuellement il me le dit, il n'y en a pas, et je comprends aussi parce qu'on lui fait faire des choses sur lesquelles les chômeurs disent mais pourquoi vous faites ça? En principe, vous devrez avoir votre boulot à nous accompagner. Vous voyez, c'est toujours... et pas faire d'autres tâches. Et pas faire d'autres tâches. Carole Oui, non, mais moi je confirme complètement. Il y avait un sociologue qui avait travaillé dans le secteur public, c'était pas sur Pôle emploi, je crois que c'était dans un autre établissement public, peu importe, et qui disait qu'il y a ceux qui travaillent au changement, dans les hautes sphères de l'État, dans les cabinets ministériels, et ceux qui travaillent dans le changement, ceux qui sont sur le terrain. Et qui parfois, je pense qu'il faudrait intervertir les positions des uns et des autres pour arriver à comprendre la nature de la souffrance, en particulier là des agents de Pôle emploi, quand même, qui sont soumis à la misère, aux difficultés des gens au quotidien. Vous avez raison, je pense qu'on est frappé quand tu rentres dans une agence locale en Ile-de-France, en particulier, c'est ce que je connais le mieux, de voir qu'on ne parle pas d'emploi, on parle de problèmes administratifs, de problèmes de garde d'enfants, de problèmes de voiture, de santé. De santé. Et que forcément, peut-être que les agents de Pôle emploi n'étaient pas
prédisposés à traiter ce genre de thématiques, mais force est de reconnaître qu'ils sont contraints de jouer ce rôle. Et puis je pense aussi, les conditions de travail sont difficiles, mais vous l'avez dit, les conditions du travail sont difficiles aussi. C'est-à-dire je pense que les agents de Pôle emploi souffrent du fait de ces plans d'urgence, de ces mesures qui changent. Ils finissent par perdre le sens de leur travail aussi. Ce qui est un facteur de souffrance au travail. À mon avis aussi, un facteur de souffrance au travail quand on perd soi-même le sens de ce qui fait qu'on est là. Et je crois que ça pour beaucoup d'agents... Combiné au peu d'offres, enfin combiné à l'état du marché du travail. Situation de pénurie, oui, tout à fait. Donc je pense que tous ces effets combinés arrivent à expliquer la situation actuelle. Eh bien, merci d'avoir accepté de participer à ce débat et à cette discussion autour de Pôle emploi. Merci Jacqueline Balsan du Mouvement national des chômeurs et précaires. Et puis à vous, Carole Tucherer du Centre d'études de l'emploi, d'avoir donc participé à ce débat. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel espace de travail, une émission coordonnée et animée par les journalistes de Mediapart. Merci et à bientôt.